suis très content d'être là. D'abord, j'aime beaucoup venir à Lyon. J'étais hier à Bordeaux, donc voilà, ça fait des allers-retours comme ça dans la France que j'aime beaucoup faire. Donc effectivement, bon, j'ai fait beaucoup de choses. Je fais encore beaucoup de choses. Alors, donc, au quotidien, je préside Nokia Bell Labs France, qui est l'entité de recherche du groupe Nokia qui fait partie des Bell Labs. Donc les Bell Labs, c'est 9 prix Nobel, c'est une organisation de la recherche industrielle très particulière, parce qu'en fait, on a une recherche amont, ce qui est rare dans le domaine industriel. Enfin, pour le moment, tant que c'est encore financé comme ça. Mais en fait, la philosophie, c'est vraiment une philosophie de recherche très amont, qui est ensuite accélérée dès lors qu'il y a un impact industriel. Et chez Nokia, on ne fait pas des téléphones, comme tout le monde pense. Enfin, on ne fait plus. On fait des infrastructures numériques, de la 5G. Nos compétiteurs s'appellent Ericsson, ils s'appellent Huawei. Donc ça, c'est mon quotidien. Je préside le pôle systématique Paris-Région, qui est un grand pôle de compétitivité, qui m'apporte beaucoup de joie. C'est vraiment une aventure humaine fantastique de présider un pôle. Alors systématique, c'est un pôle avec 1000 membres. Il y a beaucoup d'activités, qui est labellisé pour 3 milliards d'euros de R&D depuis sa création, et que l'on a transformé depuis un an autour des deep tech. Je vais vous en dire quelques mots. Et comme je préside le pôle systématique, dans la communauté des pôles, j'ai été amené à présider l'association des pôles. Voilà, c'est un peu lié. Et récemment, et je vais en parler aussi, on m'a demandé de présider une autre association, donc je vais en arrêter, hein, je ne vais pas tout présider en même temps, je vous le dis, mais qui est celle de l'association Bernard Grégory, que j'espère que vous connaissez dans cette salle, et qui est une association qui s'occupe en gros du doctorat, de l'intégration des docteurs dans les entreprises. Et le doctorat est un enjeu important. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes doctorants dans la salle. On m'a dit qu'ils n'avaient pas forcément été conviés. Il faut les convier, hein, c'est très important, parce que la France dérive au niveau du nombre de doctorants. Je vais vous en parler après. Et ça, on va le payer cher d'ici 10-20 ans. Et donc, il faut changer cette dynamique. J'espère que la loi de programmation de la recherche en cours va permettre de changer ça. Mais ça, c'est très important. Et puis, parmi mes nombreuses occupations, je suis aussi membre du comité Carnot. Donc, je vous connais. Voilà, si vous ne me connaissez pas tous, moi, je connais le Carnot qui est ici présent. Alors, j'ai préparé, moi, je n'aime pas faire toujours les mêmes présentations, donc je fais toujours les présentations au dernier moment. Donc, ça a des qualités et des défauts. La qualité, c'est que au moment où je la fais, les choses sont bien claires dans mon esprit. Le défaut, c'est que vous allez voir que c'est un assemblage de slides qui viennent de différentes sources. Il y en a en anglais, il y en a en français, il y en a qui viennent de Nokia, il y en a qui viennent de Systématique. Et ça fait un patchwork qui va paraître très inhomogène, mais j'espère qu'on va retrouver finalement la synthèse à la fin. Mon slide le plus important est à la fin, donc ceux qui sont un peu fatigués, vous pouvez vous endormir, réveillez-vous à la fin. Mais à la fin, j'essaierai de partager avec vous ce qui me semble être les enjeux de l'innovation en France. Et il y en a beaucoup. On a fait beaucoup de choses, mais à mes yeux, on prend aussi beaucoup de retard, qui sont des retards de notre faute. Il y a des choses qui sont externes à nous, mais il y a des choses qui sont de notre faute. En France, on n'a pas une politique d'innovation, on administre l'innovation. On fait une grande banque pour l'innovation, on fait un grand secrétariat pour l'investissement, et c'est de l'administration de l'innovation. L'innovation, c'est les entrepreneurs. Et là-dedans, il n'y a pas beaucoup de place pour les entrepreneurs. Donc il faut vraiment développer ça, et c'est un peu ces éléments que je vais partager avec vous après. Alors d'abord, on va démarrer par, je dirais, les faits et les mauvaises nouvelles. Donc sur ce slide, donc, il y a des gens que vous devez connaître, mais il y a des capitalisations de marché des entreprises les plus importantes. Alors ça, c'est les chiffres du premier trimestre 2019, où on voit donc Microsoft, Amazon, Apple, enfin voilà, Google, Facebook, etc. Des gens que vous connaissez bien. Dans cette liste-là, il y a une seule entreprise qui était présente il y a 10 ans. Laquelle, d'après vous ? Microsoft, exactement. Les autres n'étaient pas là, et elles sont apparues. Et dans le classement Forbes 2000, qui est un classement qui mêle à la fois la capitalisation boursière, les résultats des plus grandes entreprises du monde, entre celui qui existait il y a 10 ans et celui d'aujourd'hui, donc évidemment on retrouve les mêmes en tête, mais surtout on voit que beaucoup d'entreprises françaises ont disparu, descendu dans le classement. Les seuls qui ont monté dans le classement de manière notable, c'est Schneider Electric. Et Schneider Electric, c'est surtout une entreprise mondiale maintenant, même si elle a une place importante. Et tout ça pour dire qu'il y a des très grandes transformations. Alors,
dedans, il y a 2 faits marquants dans ce classement. Il y a le premier fait marquant, je vais y revenir tout à l'heure, c'est le poids des plateformes et la manière dont des entreprises américaines ont, en s'appuyant sur les plateformes, en s'appuyant sur leur marché intérieur, se sont projetées à l'échelle du monde. C'est évident pour Amazon, c'est évident pour Apple d'une certaine manière, en rentrant dans les détails. C'est évident pour Facebook, pour des gens qui ne sont pas là encore, mais qui seront demain, genre Airbnb, etc., Uber, voilà, qui s'appuient sur les plateformes, qui s'appuient sur des marchés intérieurs immenses, et puis qui se projettent très rapidement. Et puis l'autre fait marquant, c'est la poussée de la Chine. Alors, on est dans un monde où on a beaucoup d'interrogations sur les ressources de base en disant, voilà, on dérive, et d'une certaine manière, c'est vrai qu'on dérive, mais dans un même temps, il faut noter, et je ne sais pas si vous le savez, mais sur 15 ans de temps, il y a 500 millions de personnes, principalement en Chine, qui sont placées du niveau pauvre à une certaine classe moyenne. Et ça s'est jamais vu dans l'histoire du monde, en tel volume en tout cas. Et ça, c'est l'accélération de la Chine, qui est un moteur énorme qu'il faut alimenter, et c'est cette alimentation de la Chine qui fait la croissance rapide de ces entreprises. Il y en a quelques-unes qui apparaissent ici, mais dans le classement qui sera dans 10 ans, il y en aura encore plus là. Donc les faits sont là, on est dépassé d'une certaine manière. Alors, on ne peut pas lutter contre un marché intérieur chinois, on ne peut pas lutter contre une certaine hégémonie américaine, mais on peut se focaliser sur certains éléments, on peut transformer des choses, et c'est ces choses-là que je voudrais partager avec vous. Il faut que je surveille le temps parce que je suis très bavard, je peux parler 3 heures, hein, donc voilà, 17. Alors, ce slide-là, j'ai le même depuis 10 ans. On l'avait fait pratiquement avant qu'on fasse le rapport avec Pierre Tambourin sur l'innovation. Et en préparant, je me suis dit, je ne vais pas le changer, tout est vrai encore. C'est-à-dire que des choses qu'on voyait d'ailleurs pas bien en France il y a 10 ans, c'est des transformations, et qui encore aujourd'hui, pour certains, ne sont pas évidents, c'est-à-dire pourquoi il faut innover, en fait. Hein, j'entendais tout à l'heure, on faisait des références, soit sur les maladies, il y a tant de pourcents de gens, etc. Une des causes, la première cause de dérapage économique, c'est le manque d'innovation. Je ne sais pas dans quel ministère c'est marqué, etc., mais en tout cas, je vous le dis. Et il faut innover parce qu'en fait, le monde se transforme très, très vite. Le 21e siècle, qui a démarré très lentement, paradoxalement, se transforme plus vite que le 20e siècle, qui est pourtant porteur de l'arrivée de l'électricité, du transport, de l'avion, etc., des transformations fortes. Mais en fait, le 21e siècle, c'est une accélération sur beaucoup de choses. L'accès à la connaissance, déjà. L'accès à la connaissance est prodigieux. Il y a 20-30 ans de ça, la connaissance était limitée à un petit cercle. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de limite. Et ce qui fait que les transformations viennent de partout. Les initiatives vont à ceux qui prennent les initiatives et pas ceux qui ont l'opportunité de les prendre. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur. L'espérance de vie augmente. Alors, je sais bien qu'on est entouré de mal partout, on mange plein de saloperies, voilà, il y a des pollutions, etc. On nous dit plein de trucs, mais la réalité, c'est qu'on vit de plus en plus vieux. Et voilà, ça pose des problèmes économiques, mais c'est aussi le signe d'un développement. Et ça continue, contrairement à ce que les gens pensent, on continue de vivre de plus en plus vieux, particulièrement en France. Donc ça change aussi beaucoup de choses, parce que c'est pas, et heureusement, limité à certains pays. Maintenant, dès que le pays se développe, la Russie, il y a 50 ans, l'espérance de vie, c'était 45 ans. Hein. Enfin, il faut regarder les statistiques. Maintenant, c'est pas encore comme en Europe, mais voilà, ça s'améliore, etc. Donc ça, c'est une transformation. Il y a les pays émergents, donc ça, j'en ai déjà parlé. Il y a le climat, et je vais en revenir, l'impact du climat. Donc ça, c'est, j'entendais tout à l'heure sur les pots, là, il y a plein de choses qui vont changer, notre manière de manger, notre manière de bouger. On va vers une transformation très forte liée au fait que, indépendamment, enfin, c'est compliqué les débats sur le climat, mais de toute façon, on est économiquement une société qui est de plus en plus importante. Il n'y a pas de raison qu'on prive les Chinois qui arrivent à un certain niveau d'une certaine croissance économique. Donc il faudra apprendre à partager dans un monde où on partageait moins. En fait, la réalité, elle est là. Et donc, toute cette gestion des ressources, du climat, tout ça, c'est un peu des éléments mêlés. La globalisation, aussi, beaucoup de choses sont globalisées. Donc, et ça, je vais revenir dans un point technique tout à l'heure, il y a des dynamiques globales, locales. Et maintenant, on est dans une
relocalisation de certaines activités, notamment c'est le cas par exemple pour l'agriculture, où on a maintenant on relocalise beaucoup dans l'agriculture, mais il y a beaucoup de choses. Donc ça c'est une dynamique qui n'était pas dans ce slide-là et qui apparaît. L'urbanisation, donc là les 70% pratiquement des populations vont être dans les villes d'ici quelques années. Et les villes, c'est l'endroit où on pollue, c'est l'endroit où il y a les problèmes de congestion, etc., etc. Donc ça, c'est des enjeux aussi très forts en termes d'innovation. Ce qu'on appelle New Normal, donc la partie qui est en bas ici, c'est en fait le fait que c'est la grande classe moyenne. Beaucoup de gens, en fait, s'investissent sur des choses qui étaient limitées à peu de monde, à peu de personnes avant, des classes supérieures ou des gens qui avaient accès à un certain nombre de technologies ou le tourisme, par exemple, est une bonne illustration d'une transformation du New Normal. Avant, quand on allait, je sais pas, en vacances au Chili, c'était il y avait un temps exceptionnel. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont en vacances au Chili. Donc toutes ces transformations, tous ces enjeux d'innovation sont majeurs et posent des ruptures. Et donc, si on ne se met pas là où est la rupture, si on ne se met pas là où est la transformation, eh bien, on disparaît. Et à chaque fois, c'est toujours la même histoire. Et donc, il y a plein d'exemples. Donc, il faut se mettre dans cette démarche d'innovation. Il ne faut pas la subir, il faut l'anticiper. Alors après, donc on reconnaît la petite Suédoise, Greta Thunberg. Il y a aussi une signature de notre époque, c'est les mobilisations. Alors moi, je suis ni pro ni anti-Greta, hein, donc j'observe en fait. Et ce que j'observe, c'est la mobilisation qui est créée sur un phénomène. Finalement, le climat, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on en parle. Et il y a une accélération, on va dire depuis 1 an, sur les sujets du climat, qui sont portés par des espèces de Jeanne d'Arc, dans le cas de Greta, et qui sont des éléments de transformation. Parce que l'impact sur la jeunesse, voilà, si on le regarde bien, il est immense en fait. Hein. D'ailleurs, sur tous ces éléments de transformation, donc ça, c'est des accélérateurs d'innovation. D'un seul coup, vous avez toute une vague de transformation qui se met en place, et il y en a qui débattent, etc. Mais à côté de ça, il y en a qui se mettent dessus et qui comprennent cette transformation. Un peu de technologie numérique qui explique beaucoup des transformations. Alors désolé, donc le slide est en anglais. Donc c'est un des axes. Alors il y a un sujet sur lequel je suis passé très vite tout à l'heure et qui est un élément structurant, c'est la rapidité des cycles technologiques. Donc les cycles technologiques aujourd'hui sont beaucoup plus forts. Il y a une métrique d'ailleurs qu'on n'utilise même plus, qui était utilisée il y a 10 ans, qui était combien de temps une technologie met pour avoir une audience de 50 millions de personnes. Alors vous avez la radio, ça faisait une courbe comme ça, vous avez la télévision, et puis maintenant en fait c'est que des Dirac, quoi. C'est-à-dire dès qu'il y a une technologie, elle est tout de suite à 50 millions de personnes. Il y a un truc qui sort, 3 mois après, ça y est, tout le monde l'a. Et donc la rapidité des sites technologiques est aussi un élément structurant de l'innovation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne fait plus comme avant, parce qu'on transforme et le métier se transforme, etc. Ce que j'aime bien citer, c'est l'exemple, enfin, c'est pas lié à la technologie, c'est lié à l'usage, mais c'est le type qui est, je ne sais pas moi, à Tours, qui est agent immobilier, qui connaît tout son quartier, il connaît les gens, les cessions d'appartements, enfin voilà, il est imbattable là-dessus. Il fait toutes les transactions qui sont immobilières, puis d'un seul coup, son téléphone ne sonne plus, quoi. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Le Bon Coin qui est venu se mettre au-dessus de lui et puis qui l'a disrupté. Et voilà. Et vous avez plein d'exemples comme ça. Alors il y a Uber avec les taxis, mais il y en a tout un tas. Mais il y en a de plus en plus maintenant sous toutes sortes de métiers. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, j'entendais les gens dans l'aéronautique qui disent, oh mais pour faire un avion c'est compliqué, etc. Non, tout le monde peut être disrupté. Tout le monde peut être transformé par quelqu'un, donc il ne faut surtout pas négliger toutes ces tendances-là. Alors, au niveau des technologies, quels sont les éléments majeurs à partager? D'abord, on va vers une hyperconnectivité. Vous avez tous un smartphone. Je suppose que dans ces bâtiments qui m'ont l'air assez neufs, je ne sais pas de quand ils datent, mais voilà, il y a plein de connectivités, de capteurs de toutes sortes. Et cette hyperconnectivité va se multiplier et elle va aider finalement à faire une chose que l'on n'a pas fait beaucoup, par exemple, dans les villes, qui est de mesurer pour réagir et mettre des systèmes intelligents, réactifs en tout cas. On appelle ça intelligent ou réactif. Et donc ça va se multiplier à vitesse grand V. Maintenant, on sait mettre des capteurs qui disparaissent,
qui se rechargent eux-mêmes avec un peu de lumière, qui captent au passage, qui utilisent très peu de puissance radio, etc., qui interagissent avec le système, qui connaissent toutes les normes radio, qui se reconfigurent en Wi-Fi, si vous voulez, etc. Et donc là, cette hyperconnectivité va se multiplier. Donc on appelle ça aussi l'Internet des objets. Et ça va être le cœur des sociétés, des structures, des schémas intelligents, qui sont des éléments de l'innovation. Lié à ça, il y a toute la production de données, des données de toutes sortes. Et ça, c'est l'élément essentiel lié aux technologies, les données. Là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, j'en parlerai un peu après. Mais en fait, c'est quand même l'intelligence artificielle, elle prend tout son poids aujourd'hui, lié à deux phénomènes, la puissance de calcul, le fait de déporter les calculs. On peut embarquer dans pratiquement un processeur qui sait faire au moins un peu de machine learning, même si c'est binaire, mais même dans un smartphone, mais surtout l'accès à beaucoup de données. Et ce n'est pas par hasard d'ailleurs que les premières victoires de l'intelligence artificielle sont sur la santé et les jeux, parce que ce sont des espaces où on a beaucoup de données. Et donc toutes ces données, ces autres données qu'on va voir apparaître, vont être des éléments d'innovation pour des nouvelles plateformes. Après, il y a tout ce qui est lié, j'en ai parlé tout à l'heure, à la démographie, à l'implication des jeunes, la transformation. L'Afrique, par exemple, est un pays porté par beaucoup de jeunes, et l'Afrique accélère actuellement son développement économique, notamment par les outils numériques qui sont plus faciles d'accès. Et donc ça, c'est une transformation importante. Et puis aussi, donc, que ce soit en capacité, que ce soit en stockage et malheureusement en transport de l'information, puisque par exemple chez nous, chez Nokia, on vend toujours des systèmes un peu comme les PC, ça vaut toujours le même prix, mais le débit est multiplié par 10, par 20, etc. Et donc ça s'accélère fortement. Et puis aussi, donc, il y a toute cette puissance de calcul associée, les systèmes cognitifs, l'intelligence artificielle. Et donc on voit très rapidement que des métiers entiers sont disruptés. Vous avez ici une liste, SpaceX pour l'aéronautique, Airbnb pour les hôtels, etc., etc. Alors, oui, donc là, il y a le titre. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de deep tech. Et je pense que dans cette enceinte-là, c'est ce que j'ai vu avant, il y a beaucoup de technologies. Alors, deep tech, ce n'est pas des technologies profondes. Enfin, moi, je ne traduis pas ça comme ça. Moi, je traduis ça par des technologies structurantes. C'est-à-dire quand on a une maîtrise d'une technologie qui va permettre, c'est-à-dire, je ne sais pas, un peu tout à l'heure, les aspects de titane, qui va permettre de construire un système autour. Et donc, si on ne maîtrise pas cette technologie, c'est un élément qui manque dans votre solution innovante. Et ça change un peu la donne par rapport juste aux plateformes numériques, où, objectivement, un étudiant d'HEC qui s'associe avec un étudiant d'une université du numérique, tout de suite, il y a une plateforme pour livrer des repas. Enfin, voilà, c'est pas l'accès technologique est pas très fort. Il utilise Amazon Web Services, il fait tout en déporté, et puis il a besoin d'un bureau de 2 personnes et puis d'une palanquée de cyclistes pour faire mais sinon, ça marche tout seul. Avec les deep tech, qui sont au cœur de beaucoup de transformations, là c'est différent. Ce sont les technologies structurantes qui vont être au cœur des nouveaux marchés qu'on a cités sur la mobilité, dans la ville, etc. Et donc là c'est un slide que j'ai récupéré, donc j'ai rassemblé différentes choses, mais sur les investissements des VC, donc des venture capitalistes récemment, des venture capital récemment, autour des deep tech qui vont 3 fois plus vite que l'ensemble des autres startups basées sur la technologie. Et ça, c'est un point intéressant parce qu'en plus, c'est un peu la nature des activités technologiques en France. En fait, on a beaucoup de choses autour des deep tech ou ce qu'on pourrait appeler des deep tech, qui fait quand même un plus. Et donc ça, c'est une chose à savoir et à partager ensemble. Voilà, celui-là, je vais passer. Alors, donc, là, on reprend. En fait, c'est pourquoi les investisseurs se focalisent sur les deep tech, parce que on voit, c'est clairement plus difficile d'être bypassé par un compétiteur si vous ne maîtrisez pas cette technologie, ça permet
vraiment de maîtriser l'accès à un nouveau marché. Le défaut des deep tech, c'est des investissements qui sont plus lourds. Donc pour un investisseur, le retour sur investissement est plus long. Mais en même temps, comme c'est des investissements qui sont plus lourds, quand on discute avec les investisseurs, ils vous disent, pas en public, mais en off, bon, ça élimine un peu les investisseurs amateurs. On est entre nous et puis globalement, on investit sur un certain nombre de technologies. Il faut savoir que les investisseurs, c'est des moutons. Hein, ils investissent tous ensemble sur une même chose. Hein. Donc ils font des vagues, c'est comme dans une régate. Le bateau de tête vire, tout le monde vire pour garder, etc. Et les investisseurs fonctionnent de la même manière. Et donc, voilà, il y a un moment, donc il y a des vagues comme ça. Et actuellement, on a une vague importante autour de Deep Tech. C'est pour ça que BPI a un plan complet sur les Deep Tech. C'est pour ça que moi, j'ai restructuré le pôle systématique pour mettre en avant les deep tech, que ce soit l'optique, que ce soit les systèmes cognitifs, que ce soit la cybersécurité, parce que ce sont des espaces dans lesquels les investisseurs se projettent et investissent, et ce sont aussi des éléments qui vont permettre la croissance des entreprises quand on regarde de l'hexagone. Parce que c'est comme ça, comment se projeter quand on regarde de l'hexagone pour ne pas être capté par une autre entreprise. Alors, donc là, une partie un peu plus technique, donc ça c'est un slide Nokia, mais qui s'applique, qui est très générique. Les grands challenges, donc plus sur ça ne parle pas ni de médecine, ni d'autres secteurs, c'est vraiment dans le numérique au sens large, mais c'est vraiment les enjeux technologiques tels qu'on le voit et qui vont continuer de transformer les choses. D'abord, on rentre dans un système qu'on appelle la 5G, en fait, qui n'est pas du tout la suite de la 4G, comme son nom l'indique, qui est vraiment une transformation importante des outils de communication. Ça va intégrer l'Internet des objets, ça va intégrer l'intelligence artificielle, mais ça va aussi être une chose qui est un peu comme sur votre PC, vous avez votre logiciel qui est dans le cloud, et bien dans les réseaux de communication de demain, l'incrémentation du réseau se fera aussi dans le cloud. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de tout changer, ce sera par des releases logiciels, etc. Donc c'est des systèmes qui vont se transformer en même temps que les services. Et donc on a une capacité de réseau ubiquitaire partout, qui va se développer beaucoup, avec une présence incroyable. C'est pour ça que ces réseaux vont, d'une certaine manière, accompagner la mise en place de la voiture autonome. Les premières versions de voitures autonomes n'ont pas besoin beaucoup de réseaux, mais les versions d'après auront besoin des réseaux, parce que la voiture autonome, dans 15-20 ans, c'est des véhicules qui vont rouler à 150 km/h sur des voies particulières avec 10 cm d'écart. Donc il faut que ça soit nickel. Hein, et donc il y a une interaction permanente avec le réseau. Donc le réseau va être partout et en fait on va avoir des capacités de stockage et de calcul qui vont être distribuées un peu partout. Et ça, c'est une transformation importante. Et il y a un détail technique, j'y reviendrai après, qui va être un espace d'innovation fabuleux. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, et donc on ne connaît pas les limites aujourd'hui. C'est qu'on va avoir, donc la 5G, il n'y a pas de latence par rapport au réseau d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas on ne va pas percevoir les retards. Et donc ça veut dire que, comme dans un même temps, on est capable de faire du calcul d'intelligence artificielle, on va porter ce calcul, on peut le porter maintenant à la périphérie du réseau, et donc vous allez avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui n'ont aucun temps de réaction. Donc je dis souvent comme exemple, on saura guider un aveugle dans la rue parfaitement, parce qu'on aura toute l'information. Aujourd'hui, on pourrait capter l'information de son environnement, mais ça sera compliqué de lui donner une information précise au centimètre près pour le guider, et ça sera compliqué surtout de le donner en temps réel s'il y a un chien qui arrive ou je ne sais trop quoi. Alors que demain, non. Donc on va avoir ce réseau qui sera un peu partout, avec des capacités de calcul, de stockage incroyables. Alors je ne parle pas de demain matin, mais à 10 ans de ça. Alors quand on partage ça, il y en a, ça fait peur. Moi, je trouve ça excitant, parce que ça va projeter des nouveaux services, je pense, dont on n'a pas encore l'imagination. Donc dans Bell Labs, on ne parle pas d'intelligence artificielle, on parle d'augmentation. Donc je reprends le terme de Bell, on parle d'augmentation, et c'est vraiment ça d'ailleurs. En fait, l'intelligence artificielle, c'est une augmentation. Une paire de lunettes, c'est une augmentation de l'homme. Et donc, l'intelligence artificielle va être utilisée pour augmenter l'industrie, augmenter les services, augmenter l'homme, beaucoup. Le plus gros usage qui sera fait, d'ailleurs, ça sera dans la santé, dans le prédictif.
Et donc là, on a tout un tas de systèmes qui vont vraiment changer l'approche des nouveaux services, et ça, c'est un fait majeur, donc ça, on l'entend partout. Mais en fait, il faut bien le comprendre au sens d'augmenter. L'intelligence artificielle, c'est présenté, voilà, ça va remplacer tant de jobs, etc. Il y a tout un tas de bouquins. Je suis sûr qu'on va à la librairie presse de la gare de Lyon, il doit y avoir 2, 3, 4 bouquins sur l'intelligence artificielle, etc. Bon, il y aura des jobs qui sont transformés, mais bon, il y a 40 ans, quand on a supprimé les poinçonneurs de tickets dans le métro, c'était quand même, in fine, un progrès. Donc s'il y a des jobs comme ça qui sont automatisés, ça peut quand même un progrès si on accompagne et qu'on forme toutes les personnes. Mais en fait, surtout, ça va augmenter les potentiels. C'est-à-dire, de la même manière qu'aujourd'hui, quand on est perdu dans une ville, comme moi tout à l'heure quand je suis arrivé, je ne savais pas où était le bâtiment, j'appuie sur le bouton, bien que j'avais un plan et tout ça, mais je n'ai pas voulu chercher mon sac. Voilà, Google, paf, on est optimisé, etc. Un truc. Là, on a le service qui est augmenté. On va avoir un espace d'augmentation très impressionnant qui sera lié à l'Internet des objets, à la capacité de mettre des capteurs partout, dans la maison, dans les villes, sur les vêtements. Donc c'est pour ça que je parlais, il y a beaucoup de... Le vêtement de demain sera un espace de capteurs, des capteurs par rapport à son environnement, mais des capteurs par rapport à sa santé, pour aider, donner des informations, etc. Et beaucoup de choses aussi dans l'industrialisation, etc. L'autre grand espace d'innovation, alors là qui n'est pas spécifiquement, enfin on travaille un peu dessus mais pas beaucoup, mais qui va beaucoup changer, c'est l'interface homme-machine. Puisque là on arrive avec des systèmes sans latence, avec des systèmes intelligents augmentés, on va voir apparaître des nouveaux objets. Donc dans les Bell Labs, on travaille sur un objet qui se met dans l'oreille, donc qui vous parle. Par exemple, je vous rencontre, on s'est vu aujourd'hui, mais je ne me souviens plus de votre nom. Eh ben, il va regarder votre image, il va dire, elle s'appelle comme ça, et tout de suite je réagis, etc. Bon, ça c'est un cas simple, mais il y a des cas beaucoup plus compliqués. C'est aussi une augmentation portée par la réactivité, les bases de données, l'intelligence artificielle, etc. Et donc ça va être tout un tas d'objets, une interface homme-machine très impressionnant. 5e gros pilier, donc qui est presque plus important que les autres, c'est à la fois toutes les transformations économiques, sociales et de confiance. Beaucoup des innovations de demain seront portées par le social. C'est par exemple, pour la ville intelligente, beaucoup de choses sont portées par l'implication des citoyens. Les systèmes de demain vont reposer sur des analyses, l'implication du citoyen. Les modèles innovants vont impliquer beaucoup de social. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le climat, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que les plateformes sociales, on voit, je ne sais pas si vous connaissez l'application, comment elle s'appelle déjà, Tika, je crois. C'est de retrouver l'application. Je ne la retrouve plus ici. Tika, enfin je ne sais plus si elle s'appelle Tika. Non, Yuka, pardon. Yuka, voilà. Donc Yuka, vous allez au supermarché, vous prenez le code barre de votre paquet de chips et Yuka vous dit pas bon, pas bon, pas bon, pas acheté, etc. Donc les ados ont pris ça au début, je ne sais pas combien, c'est plusieurs millions maintenant d'usagers. Et voilà, un truc qui peut paraître un jeu. Maintenant, il y a des marques qui corrigent leurs recettes par rapport au verdict Yuka. Donc on voit que le social est structurant dans la démarche de transformation. La confiance. La confiance, ça c'est fondamental, parce qu'on est dans une époque entourée d'informations, des fake news, d'informations fausses, en plus qui partent à 20 000 km/h et qui prennent des ampleurs. Donc les espaces de confiance seront des espaces où l'innovation va se structurer petit à petit. Par exemple, la blockchain, donc les technologies de blockchain, je ne sais pas si vous êtes familier, donc, qui reposent sur en gros, c'est un espace de confiance. Donc sur le papier, c'est magnifique. Mais par contre, ça consomme un peu de puissance de calcul, donc c'est pas bon du tout pour le climat, puis c'est un petit peu lent. Mais si ça n'avait pas ces deux défauts-là, la blockchain serait partout aujourd'hui. Parce que vraiment, c'est un espèce de système où tout le monde est en interaction avec tout le monde, et il n'y a pas quelqu'un qui prend la main dessus. Je me rappelle dans les
il y a 7-8 ans, quand il y a les premières présentations de la blockchain par la communauté du logiciel libre, dans Systématique, il y avait parce que Systématique, c'est plusieurs communautés, hein, il y avait la communauté de la cybersécurité qui disait « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça là, ces sauvageons de logiciel libre ne vont pas nous imposer des technologies ». Et puis petit à petit, la blockchain est devenue un élément des technologies de la cybersécurité. Parce qu'en fait, c'est un peu comme vous mettez une mobilette en bas de l'immeuble, il y a 150 personnes qui regardent la mobilette, personne ne la prend, quoi. Donc c'est un peu, pour une métaphore, c'est un peu ça qui se passe. Donc les technologies de confiance vont être très importantes dans tous les schémas d'innovation. Et ça, souvent, on l'oublie. Et par exemple, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans la banque, etc. Et finalement, ils pensent qu'avec une marque, un peu de technologie, ils vont attirer la confiance. Et non, ce n'est pas ça qui se passe. Et donc la confiance, c'est quelque chose qui se gagne durement et qui se perd aussi facilement. Donc c'est un espace compliqué, mais c'est un espace structurant de l'innovation. Donc ce pilier 5, on voit beaucoup de choses se transformer avec des nouveaux modèles économiques. Il n'y a pas de technologie, il y a beaucoup de SHS, comme on dit, et d'ailleurs les SHS doivent, à mon avis, investir dans cet espace-là. Et puis après, il y a le niveau de digitalisation. Donc vous en avez parlé, le 3D printing en est une. Je ne sais pas qui a parlé de... voilà, c'est-à-dire qu'avec le digital, on importe beaucoup de choses au-delà de l'espace du numérique. Et donc, ça transforme aussi beaucoup de choses. Donc voilà beaucoup d'enjeux de la transformation digitale. Alors, encore un petit peu de technique numérique et je m'arrêterai là après, mais c'est très important parce que c'est lié à ce que je vous ai dit. Donc là, vous avez ici les projections en fonction des années, des capacités transmises, etc. Donc on a l'émergence de la vidéo, du 4K, etc. Et puis vous avez au milieu un graphe avec la latence et puis les débits. Et donc on voit l'Internet des objets, ça, il n'y a pas de débit, il n'y a pas de latence, ça envoie des toutes petites informations. Et puis tout en haut, vous avez la réalité virtuelle, l'augmentation, où on aura des systèmes interactifs. Donc il y a déjà des lunettes qui portent finalement la map Google dans le verre, qui vous guident dans la rue. Donc ça, aujourd'hui, elles sont un peu passives, mais demain, avec un système à faible latence, avec beaucoup de débit, vous aurez toutes vos informations, même celles qui sont en dehors de votre champ de vision. Genre, il y a Sergio qui arrive avec sa mobilette à fond la caisse là, hors du champ, vous aurez l'information, même si elle n'est pas visible, etc., etc. Et donc, ça donne aussi beaucoup les projections de technologies qu'on ne pouvait pas projeter dans différents espaces avant parce qu'on savait que la latence ou le débit était un frein et qui demain ne le seront plus. Et à côté de ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a tout globalisé les choses. Et donc il y a 10 ans, on mettait tout dans le cloud parce que voilà, on projetait, etc. Et puis maintenant, on est dans une tendance, pas inverse, mais partagée, qu'on appelle le global, dans un jargon, mais en fait qui est le lien entre le global et le local, où on va relocaliser beaucoup d'activités. Et dans mon métier, la grande révolution, ça s'appelle le edge computing, c'est-à-dire le calcul à la périphérie du réseau, où on va porter tous les éléments d'intelligence artificielle, justement pour profiter de la latence. Et donc on fait l'inverse finalement en termes d'architecture de réseau de ce qu'on faisait il y a 5 ans. Et ça va produire beaucoup de transformations sur les systèmes. Voilà, alors j'en ai fini pour la partie technologique et je voudrais partager avec vous d'autres choses avant d'arriver à mon slide de fin qui va être très long. Mais le premier truc, c'est le poids des plateformes. Ici, vous voyez que des gens qui ont misé sur les plateformes. Red Hat, qui c'est qui connaît Red Hat ici? Et qui c'est qui connaît IBM? Bon, donc Red Hat, c'est IBM aujourd'hui. Hein. Et IBM, donc Red Hat, c'est un acteur du logiciel libre qui a structuré tout un tas de choses autour du logiciel libre, l'accès au logiciel libre. Je me rappelle, j'ai rencontré le PDG de Red Hat il y a 5 ans dans un dîner, et je lui ai dit, mais c'est quoi le business model finalement de Red Hat? Il me dit, par exemple, il y a plein de... Il y a l'eau, voilà. On peut dire que l'eau est gratuite, enfin elle n'est pas vraiment gratuite, mais bon, c'est un peu comme l'eau en bouteille, quoi. Il y a un service associé. Et lui, il présentait voilà, je fais un service sur l'utilisation du logiciel libre.
Le logiciel libre, aujourd'hui, il est partout, parce que le logiciel libre, c'est fédérateur d'innovation, c'est fédérateur de transformation, c'est un accélérateur, il y a des millions de cerveaux qui sont connectés, donc il s'est développé très rapidement. Et IBM, de l'autre côté, a développé une grande plateforme d'intelligence artificielle qu'ils ont vendu partout, etc., en disant pour la santé, on peut faire ça, pour la santé, etc. Et puis les écosystèmes se développaient pas. Et en fait, il leur manquait ce go-between, cet intermédiaire, qui est quelqu'un qui sait vendre un service, etc. Et donc IBM a sorti le chéquier et ils ont acheté Red Hat de mémoire pour 34 milliards. Donc il y a plein de gens qui disent quel est le modèle économique du logiciel libre? Réponse, 34 milliards pour Red Hat. Tout visé sur les plateformes. OpenAI, c'est la plateforme lancée par Elon Musk autour de l'intelligence artificielle. Le pari qu'ils font avec d'autres, c'est d'externaliser, c'est la même démarche que le logiciel libre, d'externaliser en fait tout un tas d'algorithmes pour se concentrer sur un métier particulier et utiliser au maximum la capacité algorithmique de la communauté qui est imbattable. Quand des gens se mettent en communauté, c'est imbattable. Et c'est le processus de toutes les plateformes. Et GitHub, c'est la même chose, a été racheté par... alors c'est un orchestrateur, mais c'est aussi un acteur du logiciel libre, racheté par Microsoft pour la même logique. Donc on a ici que des gens qui misent sur l'innovation ouverte parce que c'est un élément d'accélérateur de l'innovation. Donc les gens se posaient des questions, oui, mais la propriété intellectuelle, mais ça... On s'en fout. L'important, c'est d'aller vite. Se dire qu'on est assis sur un brevet qui fait 20 ans, mais de toute façon, la technologie va être passée dans 2 ans, entre-temps, le business sera tourné. Donc les gens qui partagent, qui vont très vite, sont les gagnants. Et le logiciel libre, les plateformes, c'est vraiment un élément structurant de ça. L'autre bataille importante, c'est celle des compétences. Et ici, vous avez les gens, alors on peut faire tout un tas de calculs, mais c'est les gens qui sont formés dans les technologies, les STEM, je ne sais plus, oui, c'est écrit Science, Technology, Engineering and Mathematics. Donc c'est ce scope-là. Alors la Chine, c'est champion du monde. Hein, je ne sais pas si vous avez été à Tsinghua University, mais c'est voilà, c'est une ville impressionnante, la transformation, l'Inde, etc. Et nous, on est en dessous. Hein, contrairement en volume, et en thèse, je vais y revenir tout à l'heure, on est de moins en moins. Et tous ces pays-là, notamment la Chine, investissent justement sur ces matières-là. C'est pareil aussi dans les biotechnologies, dans d'autres matières, hein, j'ai fait zoom là-dessus, parce que ce sont justement autour des deep tech des éléments structurants sur l'innovation future. En innovation, il y a 4 piliers qui sont importants pour faire de l'innovation. Il y a le fric, la finance. Bon, donc là, on a un BPI, enfin on a ce que mais voilà, la finance, c'est clé. Le deuxième pilier, c'est la culture entrepreneuriale. Et donc pour ça, pour la France, ça a longtemps été compliqué, parce qu'on est un pays, on va dire, de culture catholique. Si on compare aux pays d'Europe du Nord qui sont de culture protestante, ils sont plus dans le commerce, et l'innovation s'est développée plus vite dans les pays d'Europe du Nord, parce que la culture entrepreneuriale y était plus développée. Donc en France, voilà, l'argent c'est sale, c'est pas bien, etc. Donc on a un apport qui est... Bon, depuis 15-20 ans, c'est un peu différent. Maintenant, un élève qui sort d'une université ou d'une école, il ne rêve pas forcément d'intégrer un grand groupe, ce qui était le cas il y a 15-20 ans. Il a aussi envie d'être entrepreneur. Donc ce côté-là a un peu changé, il y a des progrès. Ça, c'est le deuxième pilier. Troisième pilier, les compétences, on y est. Et le quatrième, c'est les écosystèmes. Les écosystèmes qui vous nourrissent, c'est presque biologique. Vous avez une interaction de matière avec des microbes, etc. Vous grandissez, l'écosystème nourrit. Tous les systèmes accélérés en termes d'innovation sont des écosystèmes puissants. Moi, je vais souvent en Chine, 3-4 fois par an. Je peux vous dire qu'il y a des transformations impressionnantes. En dehors de Shanghai, que tout le monde sait, mais vous allez à Wuhan, vous allez à Guan, qui est à 60 km dans le sud de Pékin, là où il y a le nouvel aéroport. C'était un truc où il y avait... je ne sais pas, 50 000 personnes il y a 10 ans, et maintenant, c'est une ville de plusieurs millions de personnes. Les transformations sont... Et ça se construit autour d'écosystèmes d'innovation. Il y a un bâtiment des biotech, il y a des voitures pas autonomes, mais en libre circulation électrique à usage, etc. C'est très impressionnant. Donc, les compétences, miser sur les compétences, c'est vraiment fondamental. Faire grandir les compétences, investir, et pas dans un système...
français où on mise tout pour faire pousser un petit nombre. Il faut, s'il y a des gens qui ratent des trains, il faut leur faire prendre le train suivant, etc. Il faut tirer un grand nombre vers le haut. C'est comme ça que les Chinois font. Moi, je me rappelle en 2005 avoir vu une présentation en Chine qui était de dire on amènera 100 millions de personnes à parler anglais, je ne sais plus si c'était une ételle de 4-5 ans, quand j'ai relancé les Bell Labs en Chine quand on a fait la fusion avec Lucent. À cette époque-là, je parlais qu'au patron du labo, qui était d'ailleurs aussi un membre du parti, hein, c'est compliqué en Chine. Hein. Donc aujourd'hui, tous les chercheurs de Shanghai Bell Labs parlent un anglais parfait. Et c'est un investissement impressionnant. Alors, ça, c'est les dynamiques chinoises, mais voilà, investir sur les compétences, c'est clé. Donc, investir sur les écosystèmes, c'est aussi clé. Alors ça, c'est un slide que j'ai pris de systématique, donc c'est pour ça qu'il y a Paris-Saclay. Mais bon, il y a plein de classements des écosystèmes. Je suis sûr que vous en trouverez un où Lyon est dans la tête de liste. C'est pas le problème, c'est comme les innovations. Les classements, on en fait un peu ce qu'on veut. Ce qui est important, c'est quand même ça. C'est les écosystèmes, de la diversité, des acteurs publics, des acteurs privés, des grands acteurs, des petits acteurs privés et des entreprises qu'on développe très vite, qui se nourrissent. L'écosystème, c'est un endroit où on peut se échanger dans la journée en un coup de voiture, etc., interagir, qui a une certaine solidarité. Donc les écosystèmes français ont beaucoup de qualités, mais je trouve qu'on ne s'intéresse pas encore assez à l'autre. Dans la Silicon Valley, quand il y a quelqu'un qui est entre 2 ans d'expérience entrepreneuriale, souvent il se met à la disposition d'un autre, il n'a pas d'action, il est tout comme ça, mais il apprend. Et finalement, voilà, et petit à petit, il apprend, il va faire autre chose, etc. Et donc il faut, en France, continuer à développer notre politique d'écosystème. Ça passe par les pôles, ça passe par les instituts Carnot, tout un tas de structures, mais il ne faut surtout pas se laisser bouffer par la couche administrative des choses. Le cœur, c'est que les gens se rencontrent, c'est que les gens échangent, c'est que, voilà, quand on fait des présentations comme vous faites sur les projets, donc c'est très bien, mais c'est encore mieux si des jeunes les voient, que ça les inspire, etc. Donc il faut les inviter. Alors ils sont peut-être en cours ou des choses comme ça, mais tout ça, c'est ce fluide qui est à mettre en place dans les écosystèmes qui est fondamental. Alors, donc mon dernier slide, mais qui met à peu près 2 heures à présenter. Non, qu'est-ce qui sont pour moi les enjeux en France? D'abord, les enjeux, c'est la croissance des entreprises. En France, bon là, il y a une mode, on est dans le start-up world. Bon, c'est très bien, il faut faire des start-up, je ne vais pas dire le contraire. Mais franchement, faire une start-up, c'est hyper facile. Surtout en France, là, vous êtes un jeune entrepreneur, vous allez à Pôle emploi, donc vous faites payer le truc, vous chopez du love money très rapidement, vous allez taper une porte BPI, etc. Ils analysent le dossier, tac, tac, c'est parti. Vous trouvez 2-3 copains, vous tenez 1 an comme ça, il n'y a pas de problème. Vous allez à un prix, machin chose, vous allez à un pôle. Moi, j'en connais des tonnes. Mais après, en fait, autant ne grandissent pas. Et donc, elles ne grandissent pas, elles vivent sur la bête. Parce qu'après, bon, on a créé une boîte, donc il faut quand même, on est 3-4, mais il faut quand même continuer à vivre, etc. Et donc, elles captent les aides qui sont faites pour les autres. Je suis désolé hein, si moi je dis les choses comme je pense, mais c'est un système, l'innovation c'est darwinien. Il faut manger les petits pour grossir. Et donc, il faut vraiment croître. Et ça, il faut le dire aux entrepreneurs. C'est compliqué en Europe parce que ce n'est pas un marché unique, c'est une somme de marchés, mais il faut vraiment qu'ils croissent très vite. Parce que sinon, il y a un moment donné, il y a toujours une entreprise qui viendront sur leur marché, les remplacer, etc. Et donc, la croissance, donc là, il y a des annonces qui ont été faites par le président de la République pour ce qu'on appelle le scale-up en bon français, c'est vraiment clé. Atteindre tout de suite des niveaux qui permettent de se développer à l'Europe, à l'international, etc. Sinon, en fait, dans le système dans lequel on est, non seulement on ne croit pas, mais en fait, on paralyse le système. On prend l'énergie qui doit être normalement réservée à ceux qui vont plus vite. Et ce n'est pas une chose impossible, parce qu'on fait toute une fixette sur les licornes, etc. Bon, moi, Blablacar, j'aime bien, mais Blablacar, je crois que c'est 200 emplois en France. C'est que dalle comme impact sociétal. Hein. Alors que j'ai vu dans Systématique des entreprises du logiciel libre, il y a 4-5 ans, ils ont commencé à 4-5, ils sont 300-400 maintenant. Ça, c'est du vrai retour sur investissement pour l'argent public. Les emplois créés, c'est des gens qui consomment, qui cotisent, qui payent des impôts. C'est magnifique. Beaucoup plus que finalement des valorisations, etc. Même si ça aide. Mais à la fin, c'est quand même, pour l'usage de l'argent public, le retour
par la création d'emplois, c'est à mon avis la seule métrique qui vaille. Et donc la croissance des entreprises, c'est un élément clé et dans beaucoup d'outils, on ne focalise pas assez sur cette partie-là. Ensuite, la recherche publique. Il y a beaucoup de tabous sur la recherche publique, il y a une création de connaissances, donc ça c'est fondamental, mais je trouve qu'on ne dit pas assez que dans la mission de la recherche publique, il y a aussi une mission d'impact économique, accompagnée de la création de connaissances. Ça fait partie, ce sont deux pieds d'une même approche. La recherche publique, elle est très importante. Elle donne du sens à beaucoup de choses que l'on fait. Ça ne peut être financé que par de l'argent public, surtout pour beaucoup d'activités qui ne trouveraient même pas de financement privé. Donc il faut garder ce principe-là, mais il faut partager plus le fait que la finalité n'est pas, même si c'est une finalité très noble, n'est pas que la création de connaissances, de savoir. La finalité, c'est aussi un impact économique de différentes manières, soit par le développement des compétences, et donc il y aura un impact économique par transitivité, soit par le transfert des compétences dans la sphère privée qui vont se développer pour créer des choses qui auront un impact sociétal, etc. Mais cette chose-là n'est jamais assez dite clairement. Et c'est tellement peu dit clairement que dès que des chercheurs publics essayent de devenir entrepreneurs, tout est compliqué pour eux, quoi, parce qu'en fait, ils ne sont pas vraiment évalués dans le milieu académique en fonction de cette démarche-là. Voilà. Donc, à la demande de Thierry Mandon, moi j'avais fait, encore avec Pierre Tambourin, on avait fait un nettoyage de la loi Allègre, qui a été repris d'ailleurs un texto dans la loi Pacte, pour qu'un chercheur du public, s'il investit dans une entreprise privée, il puisse avoir des actions de cet investissement, il puisse y passer vraiment du temps, parce qu'hypocritement, avant, on disait qu'il ne pouvait pas passer plus de 20% de son temps. En réalité, ce qui était... voilà, quand on est dans l'entrepreneuriat, on ne fait pas ça à mi-temps, quoi. On est impliqué totalement. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont encore à dire autour de la recherche publique sur l'impact économique, parce que moi, je crois beaucoup à cet impact-là, parce que, notamment autour des deep tech, etc., beaucoup de transformations seront portées par le fait qu'il y aura des ruptures fondamentales. Et ça, elles viendront de ceux qui auront pris des risques dans un espace où l'espace privé ne prend pas de risques, qui est plus amont. Et donc, c'est la recherche publique. Alors, troisième sujet, le doctorat en France. Alors, la Chine a multiplié par je ne sais pas combien son nombre de docteurs depuis 4-5 ans. Pareil pour l'Inde. Bon, l'Inde, ils ont toujours eu une production de docteurs importante. Les États-Unis aussi. L'Allemagne aussi. En France, depuis 10 ans, on fait moins 15% de doctorats. Moins 15%. Et pour autant, on a mis des dizaines de milliards dans les investissements d'avenir. Je ne sais pas où a été le blé, mais en tout cas, pas chez les doctorants. Donc ça, c'est déjà grave. Et en fait, sur ces moins 15%, quand on zoome, ce qui est encore plus grave, c'est que c'est moins 35% dans les sciences humaines et sociales. Quand on zoome encore, on se rend compte que même s'il y a moins de doctorants, il y a de plus en plus de doctorants étrangers. C'est bien qu'il y ait des doctorants étrangers qui viennent en France, mais on peut se poser la question pourquoi il y a encore moins de doctorants français. Et ça, on va le payer cher d'ici 10-20 ans, parce que les entreprises que je vous ai montrées au tout début de mon exposé, les Alphabet, 50% des gens du board ont un doctorat. C'est le diplôme international, le plus haut niveau à l'international, le doctorat. Chez Facebook, c'est pareil. Donc les décideurs de demain ne seront pas... Parce que les gens raisonnent toujours dans le petit environnement du CAC 40, il y a 20 ans, 30 ans. Voilà, on faisait l'X, on rentrait dans le corps des mines, un petit peu de cabinet, on faisait un jump dans un grand groupe. Et puis, voilà, c'est un monde... Aujourd'hui, c'est plus ça. Quand vous sortez des entreprises du CAC 40, il n'y a plus de Français. Allez voir. Moi, chez Nokia, on n'est plus beaucoup de Français dans l'organisation. Et pourtant, on vient d'une source française. Hein. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, l'enjeu du doctorat, c'est peut-être un enjeu à moyen et à long terme, mais c'est un enjeu important. Et en plus de ça, il y a plein de raisons pour lesquelles il y a moins de docteurs. C'est que peu de gens s'en sont occupés.
Alors, les écoles doctorales, depuis 10-15 ans, ont fait un travail magnifique qui a finalement contribué à réduire le nombre de doctorants, mais elles ont fait un travail sur la qualité. Elles ont refusé les thèses qui n'étaient pas financées. C'est pour ça qu'en SHS, ça a beaucoup diminué, etc. Donc, ce travail sur la qualité, il ne faut pas le jeter à la poubelle, il est hyper important. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui, un jour, a désindexé le salaire des doctorants par rapport au SMIC. Donc, le salaire moyen d'un doctorant dans la sphère publique, c'est 1 400 €, c'est-à-dire un peu au-dessus du SMIC. Quelqu'un qui va vers Bac+8, qui est des fois en couple, qui vit dans les centres-villes, parce que, etc., etc., donc c'est quasiment pas viable. Moi, j'ai une fille qui est doctorante, je l'aide. Vous voyez, c'est pas normal que j'aide mon autre fille qui est à l'étranger, mais elle devrait vivre de son salaire. Moi, quand j'étais docteur, je vivais de mon... Donc là, les doctorants ne sont pas bien payés, c'est un peu mieux dans la sphère... privé, mais ce n'est pas faramineux. Et puis en plus, quand ils rentrent dans les entreprises, donc ça c'est un problème du côté des entreprises, ils ne sont pas forcément mieux payés qu'un ingénieur. Donc là, on est dans une période où, c'est très bien pour cette génération, il y a un taux d'emploi important. Vous sortez d'une maîtrise, vous avez fait une maîtrise, par exemple, je ne sais pas moi, data analytique dans n'importe quelle université, vous avez plein de propositions d'emploi, et vous avez des propositions d'emploi bien supérieures en salaire à ce qu'on vous proposait si vous faites une thèse. Hein, je vois qu'on est, voilà. Donc, je me dis, bon, je ne peux pas m'emmerder à faire une thèse, d'abord personne ne reconnaît, hop, il saute là-dessus. Donc tout ça, c'est des choses qui sont... Et ça, on va le payer très cher à 10-20 ans si on ne change pas. Donc j'ai vu, il y a la loi de programmation de la recherche actuellement, il y a des propositions, c'est très compliqué, il y a un ensemble de choses, mais c'est un enjeu majeur pour la France que d'augmenter le nombre de doctorants. Donc je vois, ils veulent augmenter les doctorats dans les entreprises, mais en fait, déjà dans les grandes entreprises, il y en a beaucoup. En fait, il faut qu'il y en ait dans les ETI, dans les PME. Il faut qu'il y ait une reconnaissance plus importante. Échange public-privé, ben, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, je pense que ce qui est clé, c'est qu'il y ait une capacité pour des chercheurs du public de passer un temps, je ne parle pas forcément dans un projet entrepreneurial, mais de passer un temps dans le privé. Et d'ailleurs, c'est aussi important, je reviens sur mes doctorants, pour les doctorants, parce qu'il faut savoir que demain, l'espace de recrutement des doctorants sera à 60-70% le privé. Et pour le moment, on les écarte de ça. Donc il faut qu'ils connaissent. Évidemment, ils ne vont pas se projeter pour être employés dans le privé. S'ils sont doctorants dans le public, ils ne connaissent pas. On leur dit « non, surtout pas », etc. Alors que c'est leur futur, il faut leur dire. Donc cette interaction public-privé, elle a fait l'objet de moult rapports, il y a toujours des... Mais c'est encore trop frileux. Et d'ailleurs, c'est aussi vrai dans l'autre sens, qu'il y ait plus d'acteurs du privé qui interagissent pour donner des cours, etc. etc. Il faut décloisonner. Allez voir le Technion, moi j'aime bien aller voir le Technion. Le schéma du Technion, c'est un jeune professeur de 30 ans, il fait son truc, il fait sa start-up à Tel Aviv, elle grossit, paf, il va dans la Silicon Valley parce qu'il y a du fric, il devient riche ou pas riche, mais en tout cas il finit son truc entrepreneurial, il revient au Technion, basé sur cette expérience. On voit au Technion, il y a des jeunes professeurs, et puis il y en a qui ont 60, 70 ans, et repartagés. Et donc, il y a cette espèce d'aller-retour qui fait la richesse de l'écosystème et qui fait vraiment ce partage-là. Propriété intellectuelle, oh ben, j'ai fait une faute là, oui, bon, c'est pas grave. Propriété intellectuelle, c'est un sujet tabou. C'est le truc qui bloque plein de choses. Je ne donnerai pas de nom, mais par exemple, le CNRS... avec qui j'interagis, il y a des gens qui finissent leur thèse, on n'a toujours pas signé l'accord de propriété intellectuelle. Et donc, dans la sphère publique, c'est l'objet de tous les fantasmes, on dit on va s'asseoir, les brevets, etc. Il faut libérer ça et porter les brevets pour ceux qui savent les valoriser. Je suis désolé, alors je ne sais pas s'il y a des gens des SAT ici, là je vais sans doute me faire lyncher. Bon, voilà. Mettre des périmètres sur la propriété intellectuelle avec différents métiers, des petits portefeuilles, etc., ça ne va jamais produire de l'exploitation indirecte. Et je dis ça, dans Nokia, on a une structure qui s'appelle Nokia Tech qui fait 1 milliard de revenus par an sur les brevets, parce il y a des brevets dans les iPhones, etc., il y a tout un tas parce qu'on a des milliers de brevets. Et aujourd'hui, la bataille des brevets en exploitation indirecte, c'est une bataille de sumo. Il faut mettre des tonnes de brevets spécialisés sur des balances, et puis quand ça penche d'un côté que de l'autre, voilà, on passe à la caisse, etc. Et nous, Microsoft, Apple, ils passent à la caisse parce qu'on a... Et ça s'inverse. Après, les brevets isolés, il faut les laisser dans les startups, dans les entreprises, qu'elles se développent. Et donc en France, on a développé plein de trucs dans l'administration de l'innovation qui bloquent les systèmes
où on voit, quand on crée une thèse, des tiers qui interagissent en disant « vous devez signer avec moi ». Je ne le connais ni d'élèves ni d'aidants, comme disait, voilà, vous ne savez pas qui c'est cette personne, c'est ni le thésard, ni le professeur, et c'est des intermédiaires qui seraient là, et on a créé des tonnes d'overhead qui ne produisent pas. Et je dis ça forcément, c'est un peu méchant de ma part, mais avec provocation, parce que c'est un truc qui paralyse le système. Franchement, ça paralyse le système. J'ai encore vu une déclaration du directeur de l'innovation du CNRS Moulet ce matin dans l'AEF. Il dit il faudra qu'on pense à une juste revalorisation Mais c'est déjà dans l'investissement public. Moi, ma filiale, on touche de l'argent de la maison mère et les brevets remontent dans la maison mère. Voilà, le système est beaucoup plus sain comme ça. Et donc, moi, je pense que tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, tout se bloquera. On fera tout un tas de trucs qui ne marcheront pas. Il faut libérer la propriété intellectuelle, la laisser aux entrepreneurs, la laisser à ceux qui vont créer la valeur en termes d'exploitation directe, et puis pas fantasmer sur l'exploitation indirecte, parce qu'à la fin, en fait, ça bloque les interactions publiques-privées, et il y a beaucoup de labos de R&D qui se développeraient plus s'il y avait cette interaction qui serait désinhibée. Moi, je connais des labos, là je ne vais pas les citer, ils ne font pas du tout de problème sur l'IP, et ils se retrouvent très bien sur le volume d'activité de R&D qu'on finance, etc. Et c'est ça, la bonne interaction. Et là, donc, il y a beaucoup trop voilà. Et dernier sujet, financement de la recherche partenariale. On va voir ce que va dire la recherche partenariale. C'est un peu l'endroit où les gens se rencontrent. Donc, quel que soit l'objet, c'est un peu le truc qui va être préliminaire à d'autres aventures. Donc, il faut le nourrir. Ce n'est pas toujours un objet très défini dans sa finalité, mais c'est un truc qui va alimenter les écosystèmes, comme les pôles, comme les instituts Carnot. Vous vivez de ça aussi, etc. Et la réalité, c'est que le fonds unique interministériel qui alimentait les projets des pôles est passé de 200 à 100 à 50. Maintenant, ça a été transformé dans un truc qui s'appelle PSPC Région, qui est une usine à gaz. Je pense qu'il nous faudrait plusieurs écrans pour expliquer comment ça marche. Et en fait, il n'y a plus d'argent récurrent de l'État pour la recherche partenariale. On va voir encore une fois ce que la programmation de la recherche va dire, mais ça, c'est un élément grave, puisqu'en fait, ce n'est pas un élément qui va alimenter à la base les écosystèmes. Voilà, j'ai été un peu long, je vous remercie de votre attention.